Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie, de donner cette conférence aujourd'hui. Je remercie les organisateurs pour cette belle occasion. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous, mais, je suis, très contente de vous présenter cette conférence qui s'intitule «La pédagogie structurée, principes et apports pour les apprentissages». Alors, quelques mots du contexte. Tout ce que je vais vous présenter s'inscrit dans un contexte, où dans plusieurs systèmes éducatifs, les élèves font face à des difficultés scolaires et comportementales, ce qui est assez, problématique pour eux puisque ça engendre un risque de sortie précoce du système éducatif sans qualification. Et de l'autre côté, ces difficultés scolaires et comportementales, elles ont aussi un impact finalement sur le travail des enseignants, sur leur bien-être, ce qui engendre aussi une pénurie d'enseignants dans plusieurs systèmes éducatifs. Dans ce contexte, la mise en œuvre de pratiques efficaces et équitables dont on va parler aujourd'hui est donc un enjeu sociétal majeur pour favoriser la réussite du plus grand nombre d'élèves, mais aussi pour favoriser le bien-être et la satisfaction professionnelle des enseignants. Dans ce contexte, la pédagogie structurée, dont l'enseignement explicite est un bon exemple, offre des pistes importantes pour contribuer aux réflexions ici du Forum national de l'enseignant, qui est vraiment un événement très intéressant pour vous permettre de réfléchir à toutes ces questions. Alors, la pédagogie structurée, ça désigne plusieurs approches efficaces pour l'apprentissage des élèves, dont l'enseignement explicite. Dans cette conférence, on va particulièrement parler de l'enseignement explicite parce que cette approche pédagogique vous propose des pratiques efficaces et équitables pour réduire les inégalités et favoriser les apprentissages de vos élèves. Ce qui est intéressant aussi avec l'enseignement explicite, on va avoir l'occasion d'en parler ensemble, c'est qu'il offre des pistes à la fois pour gérer les apprentissages de vos élèves, donc pour leur enseigner les contenus scolaires, mais aussi pour gérer la classe. J'y reviendrai un peu plus tard, je vous donnerai quelques pistes à ce sujet. Alors voici le plan de cette conférence. Premièrement, on va voir ensemble plusieurs raisons, le pourquoi finalement, pourquoi utiliser une pédagogie structurée telle que l'enseignement explicite. On verra ensuite brièvement des définitions et des principes de l'enseignement explicite. Partie beaucoup plus concrète, on verra ensemble les différentes étapes, les gestes professionnels de l'enseignement explicite et des exemples d'outils concrets que vous pourriez utiliser en classe. Et enfin, les deux dernières parties, on aura une petite réflexion, quelques minutes sur la gestion, les liens entre tout ce qu'on aura raconté et la gestion de classe. Et enfin, la pratique réflexive des enseignants. Alors voici les sources principales sur lesquelles je me base, qui sont finalement les écrits anglo-saxons et francophones sur l'enseignement explicite, tant en ce qui concerne la gestion des apprentissages que la gestion de classe. Et je me base aussi beaucoup sur ces deux ouvrages-là récents que j'ai écrits et qui sont une synthèse finalement de la littérature sur le sujet et surtout le dernier qui propose un ensemble, l'enseignement explicite dans ma classe, qui propose un ensemble d'outils concrets directement utilisables dans les classes. J'aurai l'occasion de vous en présenter quelques-uns de ces outils en espérant que vous trouverez ça utile. Alors, première partie, pourquoi utiliser une pédagogie structurée telle que l'enseignement explicite? Donc, finalement, les raisons pour lesquelles on trouvait important de vous parler de pédagogie structurée et d'enseignement explicite aujourd'hui. On va voir trois raisons ensemble, brièvement. Pourquoi utiliser l'enseignement explicite? Premièrement, parce qu'il est efficace sur l'apprentissage des élèves. Deuxièmement, parce qu'il tient compte de la charge cognitive des élèves. Et enfin, on va le voir ensemble dans la suite de la conférence, parce qu'il propose un ensemble de pistes très très concrètes à essayer dans vos classes. Première raison, l'enseignement explicite est efficace sur l'apprentissage des élèves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que efficace, si on ouvre un dictionnaire, ça veut dire qu'il produit son effet.
Donc, c'est un peu large. Dans la littérature sur l'enseignement explicite, on a une définition un peu plus précise de l'efficacité qui est assez inspirante, je trouve. Je vais vous la lire dans le cadre de cet événement. Je trouve ça assez intéressant de réfléchir à ça. C'est Bloom, justement, qui nous dit que dans le passé, les sociétés ont largement reposé sur une prédiction et une sélection des talents conçus pour obtenir un petit groupe de personnes bien éduquées. Et que finalement, mais les sociétés modernes, elles optent, elles, pour le développement éducatif d'un plus grand nombre de personnes, et que donc toute société qui accorde une telle valeur à l'éducation et à la scolarité jusqu'à obliger tout individu à consacrer à l'école une partie importante de sa vie, doit trouver le moyen de rendre l'éducation attrayante et signifiante pour tous les élèves. Elle ne peut se contenter de sélectionner des talents, elle doit les développer. Vous allez dire peut-être où veut-elle en venir avec cette citation? Mais en fait, ce qui est intéressant dans les travaux de Bloom et les travaux sur l'enseignement efficace, l'enseignement explicite, c'est qu'il nous propose une manière concrète d'aller mesurer l'efficacité en classe. Et donc, un enseignement efficace, une pédagogie efficace, telle que la pédagogie structurée, ça va être quelque chose qui permet d'élever, donc d'augmenter la moyenne de l'ensemble des résultats des élèves dans la classe, mais aussi de réduire la variance, donc la différence de résultats entre les élèves, donc de réduire les écarts entre les différents élèves d'une classe. Et donc en faisant ça, on diminue aussi la corrélation, le lien entre les caractéristiques initiales des élèves, telles que leur origine sociale, et leurs résultats. C'est pour ça qu'on dit qu'un enseignement efficace est également équitable. C'est un peu technique ici, ça va devenir de plus en plus concret au fur et à mesure que la conférence avance. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que quand je vais vous dire que des pédagogies structurées comme l'enseignement explicite sont efficaces, c'est ça que je veux dire. C'est que ça a été mesuré concrètement dans des classes. C'est pas un chercheur qui s'est réveillé un matin en se disant, tiens, moi je vais proposer la pédagogie structurée aux enseignants parce que j'ai envie de proposer ça. C'est vraiment quelque chose qui a été conçu patiemment à partir de recherches. C'est justement ça que je vais essayer en quelques minutes ici, avant de vous donner des pistes concrètes si vous voulez essayer l'enseignement explicite dans votre classe. Je vais essayer en quelques minutes de vous montrer d'où ça vient pour pas juste vous proposer quelque chose sans vous expliquer le pourquoi c'est intéressant et d'où ça vient. Et donc finalement, comment peut-on dire qu'une pratique est efficace? Je vais maintenant vous raconter finalement la petite histoire, on pourrait dire, de l'enseignement explicite et comment ça a été conçu patiemment à partir de différents types de recherches que vous voyez apparaître à l'écran. Alors, je vais y aller étape par étape. La première étape, c'est de se dire que, comme je viens de le dire, l'enseignement explicite, c'est pas un chercheur qui s'est réveillé un matin pour l'inventer. Ça a vraiment commencé par ce qu'on appelle des recherches descriptives. Alors, brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à l'époque, dès les années 70-80, puis ça s'est poursuivi par la suite, il y a des chercheurs qui ont pris le temps d'aller s'asseoir dans de nombreuses classes et d'observer les comportements des enseignants. C'est comme ça qu'ils ont montré que des pratiques comme les démonstrations, la pratique guidée, la pratique autonome, dont on va parler dans quelques instants, ces pratiques-là, elles étaient associées, elles étaient corrélées à une meilleure réussite des élèves. Bon, à l'époque, c'était une belle découverte, mais on n'était pas certain que c'était vraiment ces pratiques-là qui causaient la meilleure réussite des élèves. Ça aurait pu être un tout autre élément dans la classe, parce qu'une corrélation ne signifie pas nécessairement une relation de cause à effet. C'était donc nécessaire de poursuivre les recherches. C'est pourquoi ces chercheurs-là ont alors mis en place ce qu'on appelle des recherches expérimentales. Des recherches expérimentales, ça veut dire qu'on prend plusieurs groupes d'enseignants et on compare les résultats de leurs élèves. Par exemple, ici, on prend un groupe d'enseignants conformes aux pratiques intéressantes qui avaient été repérées lors des études précédentes. Souvenez-vous, je vous ai cité, par exemple, la démonstration, la pratique guidée, la pratique autonome. Et on prend un autre groupe d'enseignants
comparable qui continue d'enseigner comme d'habitude. On compare les résultats des élèves avant et après l'expérimentation. Et qu'est-ce qu'ont montré ces recherches? Ben, que les élèves des enseignants formés aux pratiques efficaces faisaient effectivement mieux réussir leurs élèves. Donc là, le lien de cause à effet, il était déterminé grâce à des recherches expérimentales comme ça qui comparent les résultats de différents groupes d'élèves. Alors ici, je vous ai un petit peu simplifié le tout, mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de recherches comme ça et qui comparaient souvent plusieurs groupes d'enseignants et souvent les pédagogies structurées telles que l'enseignement explicite obtenaient les meilleurs résultats dans ce type de recherche. Étape suivante, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on dispose désormais de ce qu'on appelle des méta et des méga-analyses, qui sont des grosses synthèses de recherche qui vont dans le sens de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qui synthétisent les recherches expérimentales et qui montrent que les pédagogies structurées telles que l'enseignement explicite ont de bons effets sur les apprentissages des élèves. Je vous en partage une, par exemple, ici, de grosse synthèse de recherche qui est disponible sur Internet et que vous pouvez consulter. Il s'agit de celle réalisée par Steve Bissonnette et ses collègues. Dernière étape dans ma petite histoire de l'enseignement explicite, avant de vous montrer concrètement comment vous pourriez le mettre en œuvre dans votre classe, c'est qu'aujourd'hui, finalement, l'enseignement explicite repose sur 3 choses importantes qui permettent de dire que c'est quelque chose de vraiment solide pour enseigner à nos élèves. Les recherches expérimentales dont je viens de vous parler, qui sont des recherches concrètes menées dans les classes. Les recherches en psychologie cognitive dont je vais vous parler dans un instant, c'est ma deuxième grande raison de vous proposer d'utiliser l'enseignement explicite. Et troisièmement, sur une définition très précise de tout ce qu'on peut faire en classe grâce à cette approche pédagogique. Vous allez voir que la grosse partie suivante, plus concrète de ma conférence, ça va vraiment vous montrer que cette approche pédagogique-là, elle est définie de manière très, très précise et donc elle nous permet d'obtenir un ensemble de pistes concrètes pour la classe. Vous voyez donc que tout ce que je vous raconte aujourd'hui, ça constitue une importante base de connaissances minutieusement conçue et toujours mise à jour actuellement. Et il faut être quelque chose qui est important aussi, c'est de se dire qu'il n'y a aucune recherche qui a invalidé ces résultats. Ça veut dire qu'on n'a pas de recherche à ce jour qui nous dirait ah attention, finalement l'enseignement explicite c'est pas si intéressant que ça. Toutes les recherches convergent vers des effets positifs de cette approche pédagogique. Deuxième raison de l'utiliser, et je serai plus brève sur celle-ci, il tient compte de la charge cognitive des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a des recherches en psychologie cognitive, donc qui sont des toutes autres recherches que celles dont je vous ai déjà parlé, qui permettent de comprendre pourquoi l'enseignement explicite est efficace. Parce que finalement, pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'est un petit historique qui montre que c'est efficace, mais on n'a pas encore compris pourquoi c'est efficace. Alors, pourquoi c'est efficace? Parce qu'en fait, ça tient compte par une approche notamment progressive que je vais vous montrer et par une vérification régulière de la compréhension des élèves, ça tient compte de la charge cognitive des élèves, donc c'est-à-dire de leur capacité à engranger certaines informations jusqu'à leur mémoire à long terme sans être surchargés, parce qu'il y a des recherches qui montrent que si on nous fournit trop d'informations en même temps ou qu'on ne suit pas une progression du simple vers le complexe, l'élève peut être surchargé cognitivement et donc il n'arrive pas à transférer les informations de sa mémoire de travail, qui est le lieu où les différentes opérations, quand on apprend quelque chose, se réalisent, vers sa mémoire à long terme. Donc ça, c'est intéressant. Je vous ai mis une petite référence là qui disent la théorie de la charge cognitive, des recherches que tous les enseignants devraient connaître. C'est un petit guide très, très intéressant sur le sujet que vous pouvez vous procurer aussi sur Internet.
Et ça nous permet vraiment de comprendre pourquoi l'enseignement explicite, ça fonctionne bien. Euh, Dernière recherche que je vous montre pour vous montrer un peu plus où je veux en venir ici dans cette partie, toujours en psychologie cognitive. En fait, c'est l'effet du problème résolu. C'est quelque chose qui nous permet aussi de comprendre pourquoi l'enseignement explicite est efficace. Dans ces recherches-là, en fait, on avait deux groupes d'élèves. Un groupe d'élèves qui devaient résoudre des problèmes d'algèbre euh, à partir de modèles qu'on leur avait donnés. Donc, on leur donnait des modèles de problèmes tout résolus avec toutes les étapes. Ils devaient les étudier et puis ils devaient en refaire d'autres. Et de l'autre côté, on avait un groupe d'étudiants qui devaient essayer de résoudre les problèmes de leur côté sans qu'on leur ait donné d'exemple. Alors, qu'ont montré ces recherches qui ont été largement répliquées, c'est que le groupe d'élèves à qui on a donné des exemples de problèmes résolus obtiennent de meilleurs résultats sur les problèmes suivants et même sur des problèmes de transfert, donc c'est-à-dire des problèmes différents des premiers problèmes qui demandent aux élèves de réfléchir et de transférer leurs apprentissages dans des problèmes différents. De l'autre côté, le groupe d'élèves qui n'a pas reçu de modèle, qu'est-ce qui se passe? Leurs résultats sont plus faibles. Et ce qui est problématique, c'est que certains élèves parviennent à résoudre les problèmes de leur côté sans modèle de résolution. Mais le gros problème, c'est qu'ils ne parviennent pas nécessairement à expliquer la démarche par laquelle ils sont passés pour y arriver. Et donc, ils ne sont pas capables de le réussir à nouveau par la suite. Et donc, qu'est-ce que montre cette expérience qui a été répliquée à maintes reprises? C'est qu'il faut tenir compte de la charge cognitive des élèves en leur proposant des modèles de résolution, ici par écrit, mais comme on va le voir ensemble, dans l'enseignement explicite, on a ce qu'on appelle le modelage, qui est une belle occasion pour vous de présenter à vos élèves des démarches de résolution. Troisième raison, et ça va être le cœur de ma présentation, je regarde un petit peu où j'en suis, c'est de vous dire que l'enseignement explicite propose un ensemble de gestes professionnels concrets, directement applicables dans vos classes. Ça va me permettre de passer à la suite. Tout d'abord, une brève définition et présentation des principes de l'enseignement explicite, et ensuite une présentation plus détaillée de ces étapes et de ces gestes professionnels que vous pourriez tester dans votre classe de votre côté. Alors, brève définition, mais tout de même, c'est intéressant de faire un peu d'étymologie. Explicite, ça veut dire ouvert à la compréhension, pas obscur ni ambigu. Ça vient du français explicite et du latin explicitus, qui signifie non obstrué. Et ce terme, qui veut dire le livre est déroulé, il était écrit à la fin des livres médiévaux. Alors, vous allez peut-être vous dire aussi, ben, où veut-elle en venir? Ben, je trouve ça assez sympa, ce petit détour. C'est que, imaginez si vous avez un parchemin qui est enroulé, vous ne savez pas lire ce qu'il y a dessus, ou une feuille tout simplement qui est enroulée, on ne sait pas lire ce qu'il y a dessus. Ben, l'étymologie du mot explicite, ça veut dire qu'on déroule la feuille pour permettre aux élèves finalement de voir ce qu'il y a dessus. Puis si on ne l'avait pas fait, dérouler la feuille, dérouler notre raisonnement, les élèves n'auraient pas pu accéder aux informations écrites sur la feuille. Alors, au niveau de la littérature scientifique, cette idée, elle est présente aussi. Par exemple, Hattie, lui, il utilise les termes visible teaching et visible learning pour mettre en évidence le fait que l'enseignement doit être visible et explicite pour les élèves et que l'apprentissage des élèves doit également être rendu visible pour l'enseignant, notamment via la vérification de la compréhension et l'utilisation de rétroaction. Et donc finalement, en utilisant l'enseignement explicite, l'enseignant tente de rendre explicite ce qui se passe en classe, les démarches, les étapes, les objectifs, considérant que si on laisse des choses trop implicites, ça peut être problématique pour les élèves, ça peut être néfaste à leurs apprentissages, et en particulier de nos élèves qui éprouvent davantage de difficultés. Ce que je vais vous présenter s'inscrit aussi dans ce modèle que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le modèle de la réponse à l'intervention
et qui propose différentes interventions graduées en fonction des difficultés des élèves. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça se situe au palier 1 de ce modèle de la réponse à l'intervention. C'est l'enseignement explicite qu'on peut offrir à tous nos élèves et qui va en général permettre à environ 80% des élèves de réaliser les apprentissages attendus. Pour les 20 autres pourcents, on va leur proposer des interventions encore plus intensives, basées aussi sur l'enseignement explicite, qui est une forme de différenciation pour eux. Alors, comme promis, je vais maintenant passer une bonne partie de ma conférence à vous présenter des étapes et des gestes professionnels concrets de l'enseignement explicite que vous pourriez mettre en œuvre dans vos classes. Ce que je vous présente s'inscrit dans ce qu'on appelle le modèle PIC de Gauthier et ses collègues, donc la planification, l'interaction et la consolidation. Mais pour cette conférence, vu le temps qui nous est accordé, je vais vraiment me concentrer sur la phase d'interaction, donc le moment où vous êtes en classe avec vos élèves. Alors voici un outil qui reprend les différentes étapes de l'enseignement explicite et qui peut être utilisé par les enseignants avec leurs élèves pour familiariser les élèves aux 5 grandes étapes de l'enseignement explicite qu'on va voir ensemble. C'est un outil qu'on peut afficher au tableau et par exemple, on peut mettre un aimant dessus pour montrer aux élèves à quelle étape on en est dans la leçon. C'est quelque chose qui les sécurise et qui leur permet de bien comprendre, eux aussi, finalement, les étapes par lesquelles l'enseignant passe quand il fait une leçon d'enseignement explicite. Et puis, on va voir que chacune de ces étapes est caractérisée par différents gestes professionnels qu'on va voir ensemble. Alors, ces étapes, et je vais maintenant les passer en revue une à une avec vous, c'est l'ouverture de la leçon, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome et la clôture. On va maintenant les passer ensemble en revue avec des idées et des pistes de choses que vous pourriez mettre en œuvre dans vos classes. La première étape, c'est l'ouverture de la leçon. À quoi ça sert? Ça sert à obtenir l'attention des élèves pour qu'ils soient en mesure de comprendre les objectifs de la leçon et son utilité. Et ça sert aussi à rappeler les connaissances préalables nécessaires aux nouveaux apprentissages. Alors, comment on fait ça? Tout d'abord, on met en place une stratégie pour capter l'attention des élèves. Ça peut être une phrase, ça peut être taper dans les mains, ça peut être une petite clochette. Ça a l'air idiot, mais il y a des recherches qui ont montré que beaucoup de leçons commencent avant même que l'enseignant ait capté l'attention des élèves, en balayant notamment la classe du regard. Donc ça, première chose, on s'assure d'avoir l'attention des élèves. Et puis, on va leur présenter l'objectif du cours, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire à la fin du cours. Et on va aussi leur expliquer à quoi ça sert, donc leur justifier l'objectif, leur expliquer pourquoi on apprend ça aujourd'hui, à quoi ça va leur servir, quand ils vont pouvoir s'en servir et où ils vont pouvoir s'en servir. On va aussi à ce moment-là vérifier via des questions spécifiques, donc profondes, leur compréhension des objectifs. On ne va pas juste leur demander, tiens, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? On va leur demander de reformuler, par exemple, l'objectif pour s'assurer qu'ils ont compris. Et on va leur fournir des rétroactions sur la qualité de leurs réponses. On va aussi s'assurer qu'ils maîtrisent les connaissances préalables avant de faire la suite. Donc, imaginons par exemple, je fais une leçon aujourd'hui sur la multiplication écrite, mais je vais m'assurer avant ça que mes élèves maîtrisent bien les connaissances nécessaires pour réaliser la nouvelle leçon. Voici un exemple d'outil qui vous est proposé pour justement présenter les objectifs à vos élèves et donc bien leur présenter le quoi, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire à la fin de la leçon, mais aussi bien leur justifier l'objectif en mettant en évidence le pourquoi, le où et le quand ça pourrait leur être utile. C'est un exemple d'outil que je vous présente aujourd'hui
Il y en a d'autres dans les ressources que je vais vous présenter tout à l'heure, qui sont des ressources de plusieurs types. Les ouvrages dont je vous ai parlé, mais je vous ai aussi mis un ensemble d'autres ressources qui pourraient vous intéresser. Deuxième étape, le modelage. Alors ça, c'est important de prendre le temps de bien expliquer ce modelage. Le but ici, c'est de montrer et d'expliquer à l'étudiant comment réaliser une tâche. L'idée, c'est vraiment de leur montrer finalement de mettre un haut-parleur sur sa pensée et d'expliciter aux élèves comment faire une tâche, donc les différentes étapes par lesquelles passer, mais aussi toutes les questions que vous vous posez, que l'enseignant se pose, son raisonnement lorsqu'il réalise une tâche. Par exemple, si je reprends mon exemple du calcul écrit, je vais au tableau réaliser le calcul écrit étape par étape devant les élèves en verbalisant les étapes et les questions que je me pose en faisant le calcul écrit. C'est quelque chose d'important qui met bien en avant le raisonnement et qui valorise et développe la métacognition. Alors, comment on fait ça? Je viens un peu de déjà l'expliquer. Finalement, on va vraiment mettre un haut-parleur sur notre pensée pour bien montrer physiquement comment on fait la tâche, mais aussi l'expliciter oralement. Donc, il y a vraiment deux volets, le fait de faire physiquement la tâche et le fait de la dire, d'expliquer comment on l'a fait. Pour faire ça, on peut donner plusieurs exemples. Donc, toujours dans mon exemple du calcul écrit, je peux en faire plusieurs devant les élèves pour bien leur montrer comment faire. Et je peux aussi utiliser des contre-exemples. Donc, je peux parfois volontairement me tromper pour leur montrer des exemples d'erreurs fréquentes à éviter. Alors, contrairement à ce qu'on pense parfois, cette étape-là, elle est assez courte finalement. Elle dure quelques minutes où l'enseignant montre aux élèves comment faire. Et puis après, ce qui est important, c'est de passer à l'étape suivante où les élèves vont s'entraîner à leur tour. On va y arriver dans quelques instants. Autre précision importante sur le modelage, c'est que les élèves, même s'ils sont en train d'écouter l'enseignant, ils sont aussi cognitivement actifs durant le modelage. C'est-à-dire qu'ils écoutent attentivement, ils font des liens entre leurs connaissances préalables et le nouvel apprentissage, ils préparent leurs questions, ils se préparent à reformuler. Donc, il y a des choses qui se passent actives, c'est vraiment actif au niveau cognitif dans ce cas-ci. Alors, comme je vous le disais, ce qui est important après, c'est de passer à la pratique guidée, qui est sans doute l'étape la plus importante si on devait les hiérarchiser, parce que sans pratique guidée, on n'aurait pas d'enseignement explicite. La pratique guidée, c'est vraiment l'idée que les élèves, pardon, vont s'exercer à pratiquer avec les autres élèves et l'enseignant des tâches similaires à celles qui ont été montrées par l'enseignant. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Je vais vous donner deux exemples concrets, toujours avec mon exemple du calcul écrit. Imaginons que j'ai fait mon calcul écrit au tableau en verbalisant ma pensée, donc mon modelage. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est distribuer une feuille aux élèves avec des calculs écrits, leur laisser quelques minutes pour en faire un ou deux, et puis je pourrais choisir au hasard avec la liste des prénoms, mais après avoir expliqué aux élèves que je ne fais pas ça pour les embêter ou pour les punir, mais vraiment pour vérifier la compréhension de tout le monde, je pourrais choisir au hasard deux élèves qui iraient faire deux calculs écrits au tableau et qui devraient à leur tour verbaliser leurs pensées, leur démarche aux autres. Ça, ce serait une première modalité. Ce que je peux faire aussi, et je peux même faire les deux pendant une leçon, c'est ce qu'on appelle l'enseignement réciproque. Alors là, ce que je ferais, c'est que je distribue deux calculs écrits à chaque groupe de deux. Donc, je mets mes élèves par deux. Et là, l'élève A doit faire le premier calcul devant son camarade en verbalisant à son tour les étapes par lesquelles il passe. Et puis, on change. C'est l'élève B qui va faire le calcul 2 devant son camarade en verbalisant toujours les processus qu'il met en place. Pendant ce temps-là, l'enseignant, lui, il peut circuler entre les groupes, vérifier la compréhension
et donner des rétroactions, donc des retours aux élèves sur leurs apprentissages et sur leur démarche. Et vous pouvez même faire les deux, ici les deux exemples que je vous ai donnés pendant une même leçon. Autre exemple d'outil, voici un outil qui explique en des termes simples, notamment pour les élèves, l'activité que je viens de vous décrire, donc l'enseignement réciproque, et qui permet finalement d'enseigner aux élèves les comportements attendus lors de cette activité, qui est quand même d'un bon niveau, hein. Quand on la met en place, ben, c'est peut-être pas la première fois qu'on va voir les résultats positifs, parce qu'il faut que les élèves s'approprient leur rôle. Mais avec un enseignement explicite des comportements et ce type d'outils, on peut parvenir à ce que ce type d'activité d'enseignement réciproque fasse partie de plus en plus de la routine de la classe. Alors, toujours dans la pratique guidée, on va avoir plusieurs gestes professionnels importants. L'enseignant va vérifier de manière très régulière et spécifique la compréhension des élèves. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste leur demander avez-vous compris? Parce que quand on fait ça, on le sait que nos élèves peuvent dire oui, oui, j'ai compris, alors que c'est peut-être pas le cas. On va poser plutôt des questions ouvertes qui poussent l'élève à reformuler. Donc, par exemple, peux-tu reformuler avec tes mots ce que nous avons vu? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi qui est intéressant pendant la pratique guidée? Je vous l'ai dit, c'est de choisir au hasard les élèves qui vont répondre à nos questions. Ça évite que ce soit toujours les mêmes élèves, les deux, trois élèves qui lèvent tout le temps la main, euh, qui répondent, parce que si on fait ça, mais on n'a pas un bon indicateur du degré de compréhension de toute notre classe. Donc, à la place, qu'est-ce qu'on fait? On propose une petite routine aux élèves, on leur explique que, et je vous donne un exemple d'outil, on leur explique que on a des petites étiquettes comme celle-ci sur lesquelles on a écrit les noms des élèves et on tire au hasard régulièrement une carte pour choisir un élève. On leur explique évidemment qu'on ne fait pas ça pour les embêter ou pour les punir, qu'ils ont le droit aussi de se tromper, mais vraiment pour vérifier la compréhension de tout le monde et pas juste des élèves qui lèvent la main. Ça, c'est une stratégie euh, qui a l'air de rien comme ça, mais qui est vraiment assez puissante. Les élèves, en général, une fois qu'ils ont bien compris, l'apprécient assez bien et elle a un impact aussi direct sur la gestion de classe. Parce que imaginez dans la classe où les élèves savent que madame, par exemple, elle interroge toujours les deux, trois élèves qui lèvent la main, et dans la classe où on sait par contre qu'on a ce système-là et que donc à tout moment on peut être interrogé, ben forcément le niveau d'attention avec ce type de système-là augmente, puisque l'élève sait qu'à tout moment il peut être amené à reformuler le contenu du cours. Et si la tension augmente, ben le niveau d'écart de conduite diminue. Toujours dans la pratique guidée, un autre geste professionnel fondamental, c'est de donner des rétroactions spécifiques. Donc, elles aussi développées, donc pas juste dire à l'élève s'il a la bonne réponse ou non, mais par exemple lui dire, ben voilà, ta multiplication est bien posée, tu as mis les chiffres dans les bonnes colonnes, le plus long est bien au-dessus et tu as bien suivi les stratégies. Donc, on va donner aux élèves une rétroaction qui met en évidence ce qui est correct ou incorrect dans leur réponse, qui met l'accent sur leur raisonnement, ce qu'ils ont mis en place, et qui leur fournit des pistes aussi pour s'améliorer si besoin. Le but, c'est que l'enseignant formule ce type de rétroaction régulièrement pendant la pratique guidée et au fur et à mesure d'amener les élèves, à nouveau pas en une fois, mais quand on met souvent en place l'enseignement explicite, c'est quelque chose qui finit par s'instaurer aussi comme une routine, d'amener les élèves aussi à se donner de la rétroaction entre eux ou à soi-même. Comme ça, ils sont moins dépendants de l'enseignant au fur et à mesure et même pour leur vie future pour recevoir de la rétroaction. Par exemple, dans la petite activité d'enseignement réciproque dont je vous ai parlé, les élèves sont par deux et peuvent se donner de la rétroaction sur leur démarche pendant qu'ils travaillent tous les deux.
Pendant la pratique guidée, comme je disais tout à l'heure, l'enseignant se déplace dans la classe. Il peut aussi fournir des aides aux élèves. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des petits aides-mémoire avec les démarches de résolution de problèmes inscrites. Il peut aussi fournir donc de l'aide temporairement aux élèves pendant qu'ils s'entraînent à réaliser la tâche. Puis quelque chose qui est vraiment important, c'est que si on veut vraiment mettre en œuvre dans les règles de l'art, on va dire l'enseignement explicite, normalement, avant de passer à la suite, donc à la pratique autonome, normalement, je dois mettre en place une petite évaluation formative dans ma classe, donc un petit test écrit, par exemple, et chaque élève peut passer à la suite s'il obtient au moins 80% de réponses correctes. S'il n'obtient pas 80% de réponses correctes, je suis censée lui donner une explication supplémentaire ou une activité supplémentaire de pratique guidée, donc l'aider davantage avant qu'il puisse passer à la suite, qui est la pratique autonome ou comme son nom l'indique, l'idée maintenant, c'est que l'élève va s'entraîner tout seul. C'est la première fois finalement qu'il est tout seul dans la démarche. Là maintenant, il va s'entraîner tout seul à mettre en place, à réaliser des tâches similaires à celles qui ont été montrées lors du modelage et pratiquées ensemble lors de la pratique guidée. Alors là, progressivement, en tant qu'enseignant, je réduis mon aide parce que l'idée, c'est que l'élève soit de plus en plus autonome. Je vais quand même de temps en temps aller vérifier la compréhension et fournir des rétroactions aux élèves, des feedbacks. Mais normalement, je vais les espacer pour amener les élèves à être de plus en plus autonomes. Bien sûr, si besoin, je vais quand même encore être là et leur fournir de l'aide, mais l'idée, c'est de retirer l'aide au fur et à mesure dans cette étape-là pour s'assurer que les élèves, à la fin de la leçon, sont capables de réaliser, ben, dans mon exemple, des multiplications écrites tout seuls. Ici, c'est important de donner différents types d'exercices pour aider les élèves à, comme on le disait tout à l'heure, à transférer leurs nouvelles connaissances dans différents types de situations. Puis ici, ça peut paraître beaucoup, mais quand on met vraiment en place la démarche de manière fréquente et assidue, on peut espérer avoir 90 à 95% de réponses correctes par élève parce que c'est une approche du simple par le complexe avec beaucoup d'exercisation et de rétroaction. Donc, c'est un peu ça qui est visé ici via ces différentes étapes. Alors, ce qui est intéressant et qui n'a pas encore beaucoup transparu dans mon propos, c'est que quand je vous ai décrit les étapes, on a l'impression de prime abord qu'on passe par chacune des étapes modelage, pratique guidée, pratique autonome, c'est quelque chose de très linéaire qu'on fait chaque étape une et une seule fois. En réalité, c'est plus subtil que ça et c'est ça qui permet ce que j'appelle une véritable différenciation réalisable dans vos classes. C'est qu'en réalité, si vous regardez ce dessin, vous constatez qu'à tout moment, en fonction des besoins de mes élèves, je peux retourner en arrière dans la démarche. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que vos élèves sont en pratique autonome, mais vous constatez qu'il y a un petit groupe d'élèves qui n'arrivent pas à réaliser l'exercice tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez ce petit groupe d'élèves et vous leur proposez une nouvelle pratique guidée, voire un nouveau modelage. Et quand on a bien compris l'enseignement explicite, évidemment, on ne fait pas le modelage tout à la fin, mais on se rend compte que l'approche est plus souple et plus subtile qu'elle en a l'air de prime abord et que justement, elle est très intéressante pour faire de la vraie différenciation dans les classes. Dernière étape, puis je continue d'avancer pour qu'on ait un petit temps d'échange. La clôture de la leçon va permettre aux élèves de prendre du recul sur ce qu'ils ont appris, de poursuivre la pratique et de prendre connaissance du sujet de la prochaine leçon. Comment faire à ce moment-là? L'idée, c'est de vérifier à nouveau, pour faire une petite synthèse avec eux, la compréhension des élèves, leur donner à nouveau des rétroactions sur leurs réponses et annoncer ce qu'on va faire par la suite.
Évidemment, tout ce que je viens de vous raconter nécessite de planifier ces leçons de manière minutieuse. Euh, Vous dire que les outils que je vous ai présentés, ils sont disponibles dans cet ouvrage. J'en ai juste présenté ici deux, trois, mais avec l'ouvrage, vous obtenez 53 pages d'outils du même type pour faire de l'enseignement explicite dans vos classes. Puis je voulais aussi vous partager d'autres ressources que vous trouvez sur Internet. Ici, par exemple, pour enseigner explicitement la rédaction à vos élèves. Ici, sur les mathématiques, avec des exemples de leçons également. Et ici, sur les stratégies de lecture. Donc, je voulais vous donner un petit paquet de ressources là que vous pourrez regarder tranquillement. Brièvement, comme je vous le disais, quelques minutes avant d'échanger avec vous, vous dire que l'enseignement explicite permet aussi d'enseigner des comportements. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne aussi des pistes euh, pour la gestion de classe. Et donc, toujours dans ce même ouvrage, vous retrouvez une démarche en trois temps pour enseigner les comportements de manière explicite qu'on a élaboré à partir des travaux de plusieurs auteurs. L'idée en premier lieu, c'est de choisir trois valeurs pour sa classe ou son école. Et après, on crée ce que vous voyez à l'écran, qui est une matrice de comportement. Donc, vous voyez que dans les rangées du tableau, on a mis les valeurs de la classe, puis dans les colonnes, on a mis les activités que l'enseignant fait souvent. C'est un outil qu'on a créé ici avec un enseignant. Et vous voyez qu'à l'intersection de chaque ligne et de chaque colonne, on a formulé les comportements positifs qu'on attend des élèves. Donc, par exemple, à l'intersection de la responsabilité et du modelage, on s'attend à ce que l'élève utilise, donc j'utilise uniquement le matériel nécessaire. J'essaie de comprendre la présentation de l'enseignant et je prépare mes éventuelles questions. Donc, on a formulé en jeu à la première personne du singulier pour impliquer l'élève et de manière positive ce qu'on attend des élèves lors de chacune des grandes activités de la classe. C'est important de le faire de manière positive parce que si vous dites juste à l'élève, par exemple, ne cours pas dans le corridor, ben, vous lui dites pas ce que vous attendez de lui, qui est de marcher. Donc l'élève ne sait pas forcément ce que vous attendez de lui. Alors attention, une fois que j'ai fait ma matrice, ici, j'ai pas encore enseigné explicitement. Ce que je vais faire après, c'est que je vais utiliser les mêmes étapes que ce que je vous ai montré dans cette conférence pour enseigner non plus mon calcul écrit, par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, mais pour enseigner aux élèves des comportements. Donc, je vais leur montrer les comportements que j'attends d'eux, je vais le faire devant eux, puis je vais leur permettre de s'exercer à le faire. Et enfin, au fur et à mesure, ils vont être amenés à le faire de manière de plus en plus autonome dans la classe et dans l'école. Évidemment, ici, je vais un peu vite parce que ce n'était pas le sujet de ma conférence, mais je voulais au moins vous montrer les liens entre les deux. Mais je tiens à préciser que si c'est un thème qui vous intéresse, je vous invite à le creuser parce que c'est vraiment l'enseignement explicite des comportements, un levier vers une gestion de classe plus préventive, plus positive et moins punitive et surtout efficace parce que cette, euh, cette stratégie, elle est validée par les mêmes types de recherches que ce que je vous montrais tout à l'heure. Juste vous dire aussi que l'enseignement explicite propose une série d'autres stratégies de gestion de classe, donc des stratégies préventives et correctives. Ici, pour des raisons de durée, je vous en ai juste présenté brièvement une, qui est l'enseignement explicite des comportements. Mais à la fin de mon diaporama, vous trouvez une série de références ainsi que les ouvrages dont je vous ai parlé. Et tout ça est abordé en détail dans ces ressources. Dernier point, en quelques minutes, simplement vous dire que l'enseignement explicite offre aussi une série de pistes pour porter un regard réflexif sur votre pratique. Donc, toujours dans les ressources que je vous propose, il y a des outils concrets pour vous aider à prendre du recul sur vos pratiques ou si vous êtes formateur, pour observer, par exemple,
des enseignants et leur proposer de discuter de leurs pratiques en vue de les améliorer. Donc, il y a vraiment, vu que c'est une approche très, très concrète, en tout cas, moi, mon travail de thèse notamment et mes recherches ensuite ont vraiment porté sur la réalisation de grilles d'observation très précises de l'enseignement explicite. Donc, ça permet vraiment de s'observer précisément et de déterminer comment on peut s'améliorer. Donc, je voulais juste vous présenter ça brièvement ainsi que quelques exemples de recherches sur le sujet où on est allé filmer des enseignants, observer de manière très précise leur comportement à l'aide ici, par exemple, d'un logiciel. Et on a montré, je vous ai mis les liens vers les articles, qu'il était possible de former des enseignants à des stratégies d'enseignement explicite pour les aider à s'améliorer, y compris en ce qui concerne la gestion de classe. Donc, en conclusion, l'enseignement explicite est une pédagogie structurée, équitable et concrète qui favorise les apprentissages et un climat de classe positif. Elle vous propose une série de gestes professionnels de gestion des apprentissages et de gestion de classe auxquels il est possible de se former. Si ça vous intéresse, tout ça est repris en grand détail dans les deux ouvrages dont je vous ai parlé, ainsi que dans les autres ressources que je vous ai mis à disposition. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis je suis disponible. Là, j'ai un peu accéléré le rythme sur la fin pour qu'on puisse avoir un petit 15 minutes d'échange là. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir et un grand honneur d'intervenir dans cet événement. Puis, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci. Alors, vous avez des questions? Parfait. Une première question. Merci beaucoup pour cette présentation qui était limpide, structurée et très explicite, justement. Et en fait, ma question est vraiment, enfin, par rapport à la masse et par rapport à tous les élèves qu'on gère dans un pays, on voit vraiment que l'approche a un impact, etc. Mais j'aimerais bien vous demander qu'est-ce que vous répondrez à des enseignants ou à des familles, enfin des parents, qui se posent la question pour les élèves qui sont plus, comment je vais dire, qui n'ont pas forcément besoin de tout ça pour comprendre. Des élèves qui sont, qui ont un avantage cognitif et une intelligence un peu supérieure. Et comment on peut répondre à des personnes qui se posent la question, est-ce que ces élèves peuvent s'ennuyer dans une classe où on est dans l'approche explicite? Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. C'est une excellente question. Je vous remercie de la poser parce qu'on ne prend pas toujours le temps de la traiter dans la conférence alors qu'elle est tout à fait légitime. Moi, j'aurais tendance à rassurer les personnes qui posent cette question et je vais vous donner quelques petits arguments que vous pouvez leur donner. Premièrement, il y a des recherches qui ont montré que non seulement l'enseignement explicite est efficace pour les élèves plus vulnérables, mais aussi pour les élèves forts. Donc, je mets des guillemets, je ne sais pas trop comment les appeler. Vous aussi, vous cherchiez un peu vos mots, mais qui sont plus avantagés ou on se comprend en tout cas sur le type de public dont on est en train de parler. Pour être concrète avec vous, la thèse là, de Céline Guilmois que je vous ai mis dans le diaporama avec des exemples de leçons d'enseignement explicite de mathématiques qui ont été testées. Elle a fait toute une analyse comparative dans sa thèse où elle montre que tous les élèves progressent mieux avec un enseignement explicite, y compris les élèves forts. Donc ça, on a des preuves aussi, on va dire, que ça marche bien avec eux. Donc ça, c'est un premier gros argument. Il y a parfois la crainte qu'ils s'ennuient. Alors, je vous donne un autre argument plus concret. Le premier est déjà très concret sur les preuves scientifiques, parce que là, on est vraiment sur les résultats des élèves, mais pas plus concret, mais plus personnel. Moi, dans mon travail que j'ai fait avec des enseignants en classe, ce qu'on a souvent fait, c'est que on a
utiliser, entre guillemets, ces élèves-là et ils étaient très contents aussi pour réexpliquer aux autres. Donc, si jamais on voit qu'ils vont un peu plus vite, on peut aussi leur proposer de faire du tutorat. L'enseignement réciproque marche bien pour ça aussi, où ils vont réexpliquer aux autres élèves. Et ça, pour eux, bah, c'est encore mieux parce que quand on est capable de réexpliquer aux autres, bah, c'est qu'on atteint quand même un niveau de compréhension encore plus important. Troisième argument, je vais vous en donner quatre en tout. Euh, Troisième argument, c'est que comme dans toutes les classes et comme dans toute pédagogie, bien sûr, on va quand même devoir différencier. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, ben, certains élèves vont avoir besoin de plus de pratiques guidées. Les élèves dont vous parlez, ils vont peut-être avoir besoin d'un peu plus d'activités. Donc, moi, comme enseignante, je vais préparer un peu plus d'activités, peut-être même des petits défis pour eux qu'ils peuvent faire s'ils vont un peu plus vite, pendant que moi, je vais peut-être devoir refaire une pratique guidée ou un modelage avec les élèves plus en difficulté. Et dernier élément, imaginons même nous en tant qu'adultes ou si on doit apprendre quelque chose de nouveau, imaginez que demain on doit apprendre un tout nouveau truc. Ben, finalement, moi je préférerais, avec le recul, qu'un expert me montre comment faire et m'accompagne pas à pas dans la démarche plutôt que de le découvrir par moi-même. Donc, ça vous donne quelques idées de manière de répondre. Il y en a qui sont plus scientifiques que d'autres. Le dernier, c'est beaucoup plus personnel. Mais je peux vous rassurer et je pense que vous pouvez vraiment rassurer les personnes qui vous posent cette question. C'est que on a des preuves aussi pour les élèves qui ont plus de facilité. Merci. On prend une deuxième question. Merci. De prime abord, j'aimerais vous remercier pour cette excellente intervention. Premièrement, Merci. autant qu'instituteur dans une école pionnière au Maroc qui applique cette nouvelle approche, j'aimerais revenir sur l'étude que vous avez présentée au début Mhm, concernant les résultats. Donc, ce test donc une comparaison entre deux classes qui ont adopté, la première qui a adopté une démarche pédagogique usuelle et l'autre l'enseignement mhm, efficace. Et mhm. la conclusion, c'est que les résultats des élèves de l'enseignement efficace étaient meilleurs. Euh, Oui. euh, je reviens sur donc, la fiabilité de ces résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre variante, c'est que c'est la nature des élèves. Premièrement, il y avait, donc c'est la pédagogie qui a changé, mais donc on ne peut pas. Est-ce qu'il y a d'autres, autrement dit, est-ce qu'il y a d'autres études qui ont confirmé donc ces résultats? Oui. Ma deuxième Je vais question, vous répondre plus en détail, mais je prends vos questions et puis je vais vous euh, faire pour, une réponse groupée. pour la deuxième question, c'est moi, moi j'applique cette, méthode, cette nouvelle démarche avec mes élèves. Donc, je vois, vous avez parlé de diminuer la charge cognitive, donc aussi les méthodes du problème résolu, et donc ce schéma canonique qu'on peut appliquer à la lecture, à, et aux maths, c'est-à-dire modelage, Mhm. pratique guidée, pratique autonome. Donc, est-ce que cette méthode s'avère efficace, par exemple dans les maths, ou est-ce qu'il y a des études qui montrent en quel domaine Mhm. Oui. cette pratique canonique est plus efficace? Oui. Et, et, de, Euh, oui. et merci, merci. Ah, Merci à vous. C'est deux très bonnes questions. Ça me permet de compléter mon propos parce qu'effectivement, en 45 minutes, difficile de vous délivrer tout ce que je voulais vous délivrer. Pour la première, j'avoue avoir un peu simplifié les études, donc je peux vous rassurer, c'est que c'est un peu plus complexe que ça. Et
les études les plus rigoureuses sur le sujet ont assigné de manière aléatoire euh, les enseignants au groupe et s'assurent que les élèves sont comparables. Donc, dit autrement, on on compare pas des groupes complètement différents parce que là, effectivement, on aurait deux variables. On aurait la pédagogie qui change et on aurait les caractéristiques des élèves. Donc, en général, ces études, qui sont d'ailleurs assez complexes à mener, elles s'assurent justement de l'équivalence des groupes pour éviter ce problème-là qui est tout à fait légitime que vous citez. Et par ailleurs, il y en a eu beaucoup des études comme ça. Donc, c'est la convergence des résultats et le fait qu'elles étaient menées de manière rigoureuse qui nous permet maintenant de dire ça. Puis c'est en lien avec votre deuxième question, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que je vous en ai mis des exemples. Effectivement, ça a été fait dans plusieurs disciplines, beaucoup en maths et en français. C'est pour ça que je vous ai mis par exemple la thèse de Céline Guilmois ou les travaux de Jonathan Fernandez sur les stratégies d'écriture en ce moment. Mais il y en a d'autres, donc beaucoup en français, beaucoup en maths, mais aussi dans d'autres disciplines comme par exemple moi, je travaille également avec des collègues sur l'enseignement de l'histoire et de l'enquête en histoire. Et là aussi, la littérature montre qu'une démarche explicite à enseigner aux élèves pour enquêter sur des documents historiques est une des stratégies qui ressort le plus de la littérature. Donc, effectivement, ça a été fait dans plusieurs disciplines et même comme j'ai tenté de vous y sensibiliser sur l'apprentissage de comportements plutôt sociaux. Merci. On prend une troisième, une dernière question. Bonjour. Bonjour. Je suis très déçu parce que j'ai votre livre, que je m'attendais à un autographe, mais bon. Donc, on passe tout ça. Oh, désolée, mais je vais Inch'Allah. revenir une prochaine fois. Cette D'accord. fois-ci, malheureusement, c'était vraiment difficile pour moi. Bon, comme mon collègue vient de mentionner, au Maroc, on a commencé à travailler avec l'enseignement explicite, surtout dans les écoles pionnières. Sauf que, bon, on peut garantir des résultats. Donc, on a vu une certaine amélioration dans les résultats des élèves. Par contre, les sciences, par exemple, ici au Maroc, on travaille toujours par la méthode d'investigation et on trouve du mal à travailler. Déjà, le ministère nous impose de travailler avec l'enseignement explicite seulement en maths, en français et en langue arabe. Donc, dans les langues et dans les mathématiques, pour les sciences, c'est toujours la méthode d'investigation. Et le passage, parce qu'un seul professeur doit enseigner et les maths, et le français, et les sciences. Donc, le passage des maths et des sciences et du français vers l'enseignement des sciences, les élèves bloquent. Ils attendent un modelage, ils attendent là. Et, et là, ça pose un problème chez nous. Autre chose, est-ce que l'enseignement explicite pourrait être efficace dans l'enseignement de l'esprit, la formation de l'esprit critique des élèves? Ok. Voilà, merci. Merci à vous. Merci. Deux très bonnes questions aussi. J'ai pas très bien compris si pour les sciences, pour les sciences, la recommandation que vous avez officielle, c'est pas l'enseignement explicite, c'est ça, c'est de continuer l'investigation? Oui, effectivement. Ok. Je vous donne des idées comme ça, je réagis à ça, puis vous ferez au mieux par rapport à ça. Pour moi, enseignement explicite et investigation dans ce contexte-là ne seraient pas forcément incompatibles dans le sens où vous pourriez, mais là évidemment c'est à voir, j'y vais prudemment, c'est à voir si ce serait accepté de votre côté. Mais pour moi, on pourrait très bien imaginer une démarche d'investigation où vous pourriez, à certains moments, montrer aux élèves comment faire. Parce que finalement, l'investigation, ça peut se travailler de manière explicite aussi, en enseignant aux élèves des démarches pour se poser des questions
et pour passer par différentes étapes euh, pour réaliser une enquête, une expérience, une investigation en sciences. Ça ressemble un peu à ce que je vous disais tout à l'heure brièvement, que je réalise avec certains collègues actuellement en histoire. C'est que là aussi, en histoire, c'est très important de passer par ce qu'on appelle une enquête, donc d'être capable de répondre à une question à partir de différents documents. Ben, finalement, la littérature nous montre qu'on peut enseigner aux élèves comment réaliser une enquête en histoire. Donc, on pourrait faire un parallèle ici avec les sciences et se dire que on fait de l'investigation, mais on peut aussi outiller nos élèves et les aider à s'approprier la démarche via un modelage, une pratique guidée, une pratique autonome. Mais je vous invite évidemment à suivre les recommandations qui vous sont faites. Mais pour répondre à votre question, les deux pourraient se parler si c'est quelque chose qui est envisageable dans votre contexte. Puis la deuxième question sur l'esprit critique. Très bonne question, merci de la poser. Ça va être un peu la même chose, c'est que l'esprit critique, ben, on ne peut pas le développer de manière naturelle. On va avoir besoin d'un enseignant qui nous montre comment faire. Donc, on peut très bien imaginer d'avoir différents documents, par exemple, et de montrer aux élèves par un modelage comment se poser des questions sur un document, comment faire preuve d'esprit critique, comment distinguer, par exemple, un document produit par une intelligence artificielle ou par un humain. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut expliciter, donc leur montrer et puis les aider à s'entraîner. La recherche là-dessus est peut-être... il y a des recherches aussi là-dessus, mais le lien avec l'enseignement explicite est un peu moins clair. Mais en tout cas, de manière concrète, il est possible de le faire, au moins d'essayer. Quelque chose qui est très clair, par contre, au niveau de la recherche sur l'esprit critique, et ça rejoint quand même l'enseignement explicite, c'est qu'il est difficile de faire preuve d'esprit critique pour un élève sur un sujet qu'il ne connaît pas. Donc, je vous donne un exemple concret. Si vous faites lire un article sur l'économie à vos élèves et qui connaissent rien en économie, ben, ils vont avoir du mal à porter un regard critique dessus. Donc, ce que la recherche nous dit, c'est notamment un auteur qui s'appelle Willingham, c'est que pour développer l'esprit critique de nos élèves, on doit d'abord développer leur savoir dans la discipline concernée. J'espère que ça vous aide. On a presque tenu le temps, puis je vous souhaite une excellente journée, une bonne suite d'événements, puis ça va me faire plaisir de poursuivre les échanges avec vous à l'occasion. Puis je vous ai aussi communiqué mon adresse courriel et toute une série de références. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne continuation et une bonne journée. Merci Marie. Merci pour cette conférence intéressante. Et on se dit à la prochaine. Oui, Merci infiniment. parfait. Très Bonne bonne journée journée. également. Au revoir.